Je salue Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste. Je précise que vous êtes maire de Paris, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire ici. Candidate donc du Parti Socialiste, bonjour et merci d'être la première à vous livrer à cette discussion et à partager votre vision et votre projet sur ces sujets qui sont les sujets du bâtiment. Avec vous, Mélanie Rimbaud. Oui, tout à fait. Bonjour, vous êtes dirigeante d'une entreprise d'électricité dans le Cher. Oui. Et Stéphane Leteuf, qui est dirigeant d'une entreprise d'électricité dans le Morbihan. Et président de la Fédération régionale du bâtiment de Bretagne. Juste avant, madame, si vous le permettez, je donne les règles qui s'appliqueront à tous les candidats qui vont venir aujourd'hui. Ils sont 5, encore une fois, à avoir fait le déplacement physiquement. Et je sais que vos agendas sont chargés, donc je vous en remercie une fois de plus. 20 à 25 minutes chacun, 25 minutes c'est le maximum. Une première prise de parole pour présenter en quelque sorte votre vision, vos visions et les points forts de vos programmes sur les enjeux du bâtiment. Je sais que les programmes sont en cours de constitution. Hein, on ne livre pas de grands secrets en disant ça, mais il y a forcément une vision, une idée, une inspiration, un grand projet qui vous attire. Ça nous intéressera de les connaître. Et puis un échange avec les professionnels de la FFB qui sont à mes côtés et qui interrogeront les différents candidats sur les sujets qui sont importants pour eux. Anne Hidalgo, si vous étiez présidente, je vous vois sourire tout d'un coup. Oui. Je suis là pour ça, pour le devenir. À quoi ressemblerait la politique de la France en termes de logement, par exemple? Est-ce que ça changerait fondamentalement? Oui, ça changerait fondamentalement. Peut-être vous dire quelques mots. Le secteur du bâtiment, je le connais bien. J'ai longtemps travaillé au ministère du Travail. J'y ai exercé plusieurs responsabilités. Une qui ne vous plaît pas toujours beaucoup, d'inspectrice du travail, mais j'ai été aussi en charge de programmes de formation professionnelle. Et à ce titre-là, je sais combien ce secteur, votre secteur, est très impliqué. Et puis, en tant que maire de Paris, je suis une maire bâtisseuse et je le revendique. Et donc, j'ai cette connaissance et cette expérience. Et bien sûr, une vision. Peut-être partant des besoins des Françaises et des Français et des besoins aussi de notre économie. Les besoins en termes de logement sont colossaux, on le sait, et il y a eu un coup d'arrêt dans ce quinquennat, et tout n'est pas lié à la crise sanitaire, un coup d'arrêt sur la construction qui nous met dans une situation encore plus difficile. Il y a un besoin de logement, il y a un besoin de rénovation de logement et d'accélération notamment de tout ce travail énergétique autour des passoires thermiques pour limiter les factures. Il y a donc ces sujets-là. Il y a un problème d'accessibilité économique au logement. En 30 ans, la part du logement dans les revenus des ménages est passée de 12% à 30, voire 40 ou 50%. Et par ailleurs, bien sûr que c'est un secteur qui génère de la valeur, de la richesse et qui génère évidemment aussi des emplois, du travail et qui doit retrouver en attractivité et dont je sais qu'il est aujourd'hui impliqué et tourné vers la rénovation notamment et toute cette transition écologique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Construire plus et produire plus. Et le faire d'une façon beaucoup moins verticale et centralisée. Je crois beaucoup au fait qu'en fonction des territoires et de leur situation, il faut proposer des politiques de logement adaptées et d'accompagnement, notamment de la construction de logements abordables et bien sûr de logements sociaux. Il y a des zones en grande tension. On les connaît aujourd'hui, par exemple, des grandes métropoles, la région parisienne en est une, en tension parce qu'on manque de logements à prix abordables et du coup, ça pose un problème énorme, y compris en termes d'activité économique pour l'ensemble de notre pays. Ça a un impact, le fait de ne pas construire de logements a un impact très fort. Et puis, il y a des territoires qui sont des territoires qui ont perdu leur industrie, qu'il va falloir réindustrialiser, qui sont des territoires dans lesquels aujourd'hui le logement c'est plutôt une charge. Vous héritez de la petite maison familiale qui est devenue une passoire thermique, vous ne pouvez pas l'entretenir et faire en sorte qu'elle puisse être rénovée et donc comment on fait?
Donc je pense qu'il faut bien sûr différencier ces politiques, mais avoir une politique délibérée d'accompagnement de la construction. Ça passe bien sûr par des allègements de normes, etc., mais ça passe surtout par une décentralisation du pays et par un choix fait dans l'investissement. Et l'investissement, il doit passer notamment par un canal essentiel qui est l'investissement public des collectivités locales. En France, c'est 70% de l'investissement public qui se fait à partir des communes, des régions. Et aujourd'hui, ce gouvernement ne mise pas du tout sur ces pouvoirs locaux pour faire en sorte que la machine économique et que notamment la construction puisse se développer. Ils sont dans une vision extrêmement centralisée. Et par exemple, un exemple très concret, le plan de relance tel qu'il est prévu par le gouvernement va passer à côté, va complètement passer à côté. On aurait pu, et c'est ce que j'ai plaidé auprès du gouvernement et du président de la République à maintes reprises depuis plus d'un an, on aurait pu mettre le paquet de cette possibilité d'investissement qui nous est aussi offerte par l'Union européenne dans, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Eh bien, ce n'est pas ce qui a été fait. Le choix qui est fait, c'est de lancer des appels à projets, c'est-à-dire des machines bureaucratiques dans lesquelles vous passez à peu près 6 mois à élaborer un dossier pour essayer d'avoir à l'arrivée pas grand-chose et que ça ne va pas entraîner le pays. Donc moi, je pense que ce plan de relance qui aurait pu être et qui risque d'être une occasion manquée doit être repris. Si je suis présidente de la République, je reprends ce plan de relance et je mets le paquet en termes d'investissement sur la création de logements et sur la rénovation thermique des logements, mais je le fais à partir des pouvoirs locaux, à partir des régions, à partir des villes, des communes qui ont les pouvoirs en matière de permis de construire, et je le fais à partir des réalités locales, comme le font d'autres pays, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, ou d'autres pays, même l'Allemagne, qui sont des pays beaucoup plus décentralisés que nous. Donc, construire, rénover, faire en sorte que nous permettions à nos concitoyens de se loger et de se loger mieux. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 4 millions de passoires thermiques. On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens, environ 4 millions, qui sont aussi dans une difficulté au regard de leur logement. Mais pour mettre tout cela en mouvement, je ne crois pas aux décisions unilatérales prises du sommet, en général de Bercy. Je crois vraiment à la mise en mouvement des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des collectivités territoriales et à une mobilisation très forte. Je finis. La question écologique est cruciale, mais je me distingue de beaucoup d'autres candidats par une chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas arrêter la construction. Évidemment qu'il faut faire attention et ne pas aller vers une artificialisation des sols, évidemment qu'il faut beaucoup construire sur la ville, construire sur l'existant et rénover, évidemment, mais on ne réglera pas le problème du mal logement en France en arrêtant de construire. Et donc ça aussi, c'est un point sur lequel je veux insister. Et je pense qu'il y a dans le secteur du bâtiment des femmes et des hommes, des entrepreneurs, des travailleurs qui sont là et qui ont envie de porter cette ambition et qui sont non seulement économiquement extrêmement utiles à notre pays, mais je pense aussi qu'ils peuvent nous permettre d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est ce qui va me guider dans mes propositions dans cette campagne présidentielle. Alors, soyons concrets. Stéphane Le Teuf, votre sujet, c'est la rénovation du bâtiment précisément. Je vous laisse vous adresser à la candidate en direct. Écoutez, Madame Hidalgo, j'entends tous vos propos, donc c'est vrai, nous avons un grand déficit de logement. Vous l'avez dit, 4 millions de personnes qui sont mal logées, plus de 5 millions de passoires thermiques. Nous avons aussi donc les accords de Paris, climat, et nous avons mis en place, le gouvernement a mis en place un grand plan de massification qui sont lancés. Plein de programmes sont mis en place dans tous les territoires, mais on a besoin de construire. Dans ma région, on attend donc à peu près 400 à 500 000 nouveaux Bretons à l'aube de 2040.
Comment on va faire? Qui viennent pour partie de Paris d'ailleurs. Hein. Pas tous. Pas Des tous. grandes villes. Pas tous. Des grandes villes, oui, je vous taquine. Mais voilà, la politique du logement, vous l'avez dit. La Bretagne, ils ont raison. Hein. La politique du logement est peut-être très centralisée, trop centralisée. Quelles pourraient être vos pistes pour pouvoir vraiment changer tout cela? Parce qu'on voit d'année en année, enfin de gouvernement en gouvernement, on essaie des choses. Alors chez nous, nous avons eu l'expérimentation vis-à-vis du Pinel breton. C'est une réussite, vraiment. C'est une réussite sur tout le territoire breton. Mais quelle serait votre vision pour améliorer cette décentralisation? D'abord, croire en cette décentralisation et s'appuyer sur les collectivités territoriales et sur leur budget pour pouvoir justement aller plus vite et plus loin. Je vous donne cet exemple. Quand je suis allée voir le ministre de l'économie au lendemain de ma réélection, j'y suis allée en tant que maire de Paris, pas en tant que candidate, mais je lui ai dit, voilà, il y a un plan de relance, moi j'ai un programme de construction de logements et de rénovation de logements, à la fois du parc social, mais on a mis en place, et il faut mettre en place partout, un accompagnement aussi des copropriétés privées ou des propriétaires privés sur la rénovation thermique. Et je leur ai dit, puisqu'il faut aller vite, puisqu'il faut relancer la machine très vite et répondre aux besoins en logement de la population, je propose que, y compris sur Paris, mais partout en France, on s'appuie sur les programmes des collectivités territoriales, essentiellement pour le coup les mairies, pour pouvoir greffer ce plan de relance avec nos budgets qui étaient déjà en préparation puisqu'on venait d'être réélus et que l'on puisse porter des ambitions. Ça n'a pas du tout été retenu, mais vraiment pas. Et par ailleurs, il y a quand même toujours à Bercy, parce que c'est quand même là que ça se niche, une pensée magique qui consiste à dire que la meilleure dépense publique est celle qu'on ne fait pas, sans distinguer de la dépense qui est faite pour investir dans l'avenir, pour permettre aux gens de vivre mieux, et de ce qui serait une dépense peut-être un peu plus superflue. Le logement, ce n'est pas de la dépense superflue, vu la situation du pays et de nos compatriotes au regard de leurs besoins en logement de qualité. Et donc, ce que cette pensée magique a produit depuis 5 ans, parce qu'on est quand même dans un règne bureaucratique où c'est le ministère de Bercy qui gère le pays. Hein, vous y êtes confrontés tous les jours en tant qu'entrepreneur et moi en tant qu'élu de la capitale de la France. Donc, c'est de reprendre la main. Ce n'est pas à Bercy de décider que cette dépense-là n'est pas utile. C'est évidemment au pouvoir politique, en lien avec les pouvoirs locaux, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que sont les budgets, et c'est là qu'on peut entraîner cette capacité de construction. Donc ce que je ferai, c'est une décentralisation, mais massive, c'est-à-dire que les budgets, notamment type plan de relance, etc., seront évidemment soutenus au niveau des collectivités territoriales. Je pense que la région est un espace très pertinent, et je le vois avec le travail que fait par exemple Carole Delga ou que fait aussi Alain Rousset dans des très très grandes régions. Les régions sont un bel espace aussi pour pouvoir créer des outils, par exemple pour aider à partir du foncier. Je pense qu'on a besoin d'une maîtrise publique du foncier pour pouvoir réserver des terrains à la construction, à la transition énergétique aussi, parce qu'on a besoin d'espace pour les parcs, notamment, qui vont permettre aux énergies renouvelables de se développer. Je dirais éolien, solaire. Et donc, une maîtrise publique du foncier, pas au sens un peu étroit qu'un certain nombre de régions ont développé avec des établissements publics fonciers. Il faut qu'il y ait du monde là-dedans. Il faut qu'il y ait la région, il faut qu'il y ait les collectivités, il faut qu'il y ait les professionnels, parce que ce sont des investissements qui doivent se faire avec les professionnels, et il faut bien sûr qu'il y ait l'État. Mais pour qu'on puisse avoir une programmation à l'échelle des territoires de tous ces endroits où il va falloir construire du logement. Je voulais juste rajouter, oui. Vous parliez tout à l'heure de Bercy. C'est vrai que Bercy régule le budget de l'État. 1 euro investi dans le logement, c'est 2 euros de recettes fiscales. Et ça, je pense que l'État l'oublie. La recette fiscale d'un logement, c'est 19 000 € par logement. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on a des freins.
on a des freins donc pour la construction avec de nouvelles lois qui nous arrivent. Chaque région a signé son STRADET, son schéma régional de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires. Dedans, nous avons la ZAN et on va avoir donc des sujets donc, de blocage. Zéro artificialisation nette des sols. Donc ce sujet est d'actualité. En Bretagne, nous avons réussi à parler donc avec le président de région pour essayer de reprendre un petit peu la main et l'écriture de ce STRADET, en mettant donc aussi en lumière les territoires ruraux qui ne peuvent peut-être pas rentrer tout à fait dans ce STRADET. Donc je pense qu'on va réussir à continuer à faire quelques habitations et lotissements donc, dans le monde rural. Mais comment vous pourriez aider les maires bâtisseurs? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez donc une maire bâtisseur, mais vos collègues et vos futurs maires, pour les aider donc à entreprendre et ne pas être attaqués par la population aussi, par rapport à cette densification qui ne peut être inévitable. Bien sûr. D'abord, si on ne veut pas d'étalement urbain, il faut densifier. Mais densifier, il faut verticaliser en quelque sorte. Oui, et de façon intelligente, évidemment, que ce n'est pas le modèle de la tour inhumaine, mais évidemment qu'il faut aussi répondre aux besoins en logement de la population. On ne s'en sortira pas. Et l'écologie, ça ne pourra pas se faire si on ne tient pas compte des réalités sociales de nos concitoyens. Et moi, je veux que l'écologie se fasse. Et pour qu'elle se fasse, elle doit se faire au plus proche du territoire. Et il faut programmer les choses. C'est pour ça que je pense qu'un outil foncier dans lequel, évidemment, le public peut avoir la maîtrise, mais pas pour bloquer, pour distinguer, pour dessiner quels sont les territoires qui sont ceux qu'on peut mettre en situation de construction pour du logement, ceux qui ne doivent pas l'être, comment utiliser par exemple un certain nombre de grandes surfaces commerciales, de grands parkings qui n'ont plus du tout aujourd'hui la même utilité et qui n'ont pas d'avenir, très clairement, à horizon 2030, c'est-à-dire demain, tout ça sera balayé. En zone urbaine, en zone urbaine. En zone urbaine. Moins vrai en zone rurale. D'accord, ou en périurbain même. Oui. Donc, il faut évidemment que ce soit à l'échelle des territoires, je pense que l'échelle régionale est la bonne échelle, et que l'on puisse accompagner. Il faut, bien sûr, ne pas prendre la question de la transition énergétique et écologique comme simplement une contrainte. Je pense, et d'ailleurs votre secteur, et je le vois lorsque je travaille par exemple sur les grands chantiers des JO, parce que j'ai voulu les JO aussi pour relancer la machine économique dans notre pays, je le vois bien sur ces secteurs-là, il nous faut absolument prendre l'écologie aussi comme un sujet de création de nouvelles valeurs. Et moi, je vois dans la discussion que je peux avoir au quotidien avec les constructeurs, les promoteurs, tous les gens, tous les aménageurs qui sont des professionnels aguerris qui nous entourent, cette discussion, elle est très importante. Quand les pouvoirs publics, et l'État en particulier, fixent un cadre, un objectif, qui est celui de répondre aux accords de Paris et de décliner ce que ça veut dire concrètement, eh bien, derrière, on se met en tension les uns et les autres pour y répondre. On se donne le temps, évidemment pas en étalant le temps ad vitam aeternam pour ne jamais rien faire, mais on se donne le temps, le chemin pour arriver à ces objectifs-là. Moi, je crois beaucoup à la programmation. Je suis tout à fait d'accord là-dessus avec Nicolas Hulot. Il faut programmer la transition écologique de façon très méthodique. La famille politique à laquelle j'appartiens, c'est une famille social-démocrate. Et ce qui nous caractérise, c'est que, par exemple, sur la question de l'écologie, on ne se pose pas la question de pourquoi l'écologie. On se dit comment l'écologie. Et le comment, on ne peut pas le bâtir ou le décider tout seul dans un bureau, comme ça, et puis avec des gens qui vont plus ou moins être coopératifs à Bercy et ailleurs. Non, ça se décide, ça se fixe comme objectif, et ensuite on définit le chemin pas à pas avec qui ? Avec les acteurs économiques, avec les citoyens, avec les acteurs sociaux, avec les collectivités territoriales. Je suis profondément social-démocrate, y compris dans la méthode de gouvernement qu'il faut pour notre pays, parce qu'il faut embarquer les gens. On est un pays avec des gens qui sont là, qui ont une intelligence, un niveau de formation.
On ne va pas simplement leur dire « vous êtes des enfants, on va penser pour vous », et puis vous verrez, le chemin qu'on dessine, eh bien, il va se réaliser. Non, regardez, 5 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait dit plein de choses sur le logement. Comme il s'est beaucoup, passé comme quoi? beaucoup de présidents. Oui, mais enfin, là, quand même, celui-là, sur la question du logement, il a fait fort. Les autres, ils n'ont peut-être pas tout fait, mais celui-là, il a quand même fait très fort. Et donc, il se passe quoi? Lorsqu'on pense qu'on est tout seul à décider de tout et que quand on parle, c'est comme si c'était fait, on se plante. Alors moi, je veux sortir de ça et faire en sorte que, à partir de la décentralisation, à partir des régions, du rôle des acteurs économiques et des acteurs sociaux et des citoyens, on puisse vraiment mettre notre pays en mouvement. Vous avez parlé de formation et de niveau de formation. Oui. C'est un sujet qui est cher à Mélanie Rimbaud à 2 titres. Vous venez du Cher, ce qui est la première chose, mais par ailleurs, c'est un sujet qui est important pour vous. Je rappelle que vous dirigez une entreprise d'électricité. À Bourges. Oui, donc le bâtiment, on représente 1,5 million d'actifs directs. C'est beaucoup de petites entreprises et ça représente aussi beaucoup de salariés. Aujourd'hui, on rencontre une difficulté énorme sur le recrutement. Comment faire pour justement faciliter ce retour à l'emploi? Parce que dans le pays, aujourd'hui, on compte plus de 5 millions de chômeurs. Une autre problématique, les formations proposées par l'Éducation nationale ne correspondent pas toujours à nos attentes en tant que TPE-PME. Et puis, vous en avez parlé par rapport aux jeunes. On a aussi ce problème aujourd'hui, c'est comment les faire revenir sur nos métiers manuels, souvent méprisés, mais ô combien utiles pour le bon fonctionnement de notre pays. Bien sûr, là aussi, c'est un sujet qui renvoie un peu à un malaise dans notre pays depuis longtemps. Celui-là, il existe depuis longtemps, qui est que d'abord, on réussirait sa vie à 20 ans, tout est joué. On serait tous, comment dire, dans cette réussite, c'est les études générales longues et avec un regard très méprisant, disons les choses, pour tous les métiers dits manuels, comme si être manuel, c'était pas faire fonctionner aussi son cerveau. Et donc, il y a dans notre pays quand même cette hiérarchie qui continue à peser d'une façon très, très dure et qui a des conséquences sur l'économie, mais aussi sur les parcours de beaucoup de gens. Je me souviens, en 97, j'étais au cabinet de Martine Aubry et je m'occupais de formation professionnelle. Et on avait essayé de mettre en place, on avait mis en place d'ailleurs, la validation des acquis de l'expérience. Je vous raconte pas la bagarre que ça a été à l'époque avec l'Éducation nationale, qui nous expliquait que, quand même, en dehors de la transmission de connaissances théoriques, le reste, c'était des sous-filières pour des gens qui n'avaient pas réussi dans la filière générale. Il faut arrêter avec ça, parce que le monde qui vient là, le monde dans lequel on est, il ne marche plus du tout comme ça. C'est un monde dans lequel, d'abord, ces hiérarchies-là n'existent plus de la même façon. Dans le monde dans lequel on rentre, il faut que l'on transmette à nos jeunes des compétences et des connaissances, mais on sait, c'est l'OCDE qui le dit encore quand l'OCDE analyse tous les ans le système français. Ils nous disent quoi? Ils nous disent « nos jeunes ne sont pas assez formés avec des pédagogies ouvertes, collaboratives et partant du projet, du réel et dans la relation au monde du travail ». Et donc, il faut que, vraiment, de toute urgence, on fasse une mutation très importante. L'école sera au cœur de ma proposition dans cette présidentielle. Et bien sûr que la question notamment de l'alternance, je vais la prendre sur le supérieur. Une de mes propositions sera de généraliser les formations en alternance post-bac. Voilà, que tous les jeunes puissent avoir ce rapport au réel et que la formation que l'on acquiert par le travail, par l'expérience professionnelle, par le contact avec les milieux professionnels, elle a une valeur qui est une valeur aussi importante que la formation strictement théorique, qui est aussi nécessaire dans le parcours de chacun pour l'obtention d'un diplôme. Et dans les âges en dessous, il faut absolument que l'on développe ces contacts-là. Pas pour dire on va mettre au travail nos jeunes dès 14 ans, on va les enfermer dans un métier. Non, moi je crois que le rapport au travail, le rapport au monde du travail, le rapport au réel pour les jeunes, et je pense par exemple au lycée, va être quelque chose de très positif
et qui va leur donner aussi une forme de maturité, d'ouverture d'esprit, y compris s'ils choisissent de faire ensuite des filières générales. Donc il faut faire respirer ce système-là. Arrêter de hiérarchiser, ça passe évidemment par des pédagogies beaucoup plus ouvertes, ça passe par, là aussi, une école qui, dans son environnement, s'appuie sur tout ce qu'il y a autour d'elle dans cet environnement, et y compris bien sûr le monde du travail. Et ça passe aussi par une formation tout au long de la vie, parce qu'évidemment ce système-là n'est valable, c'est-à-dire faire en sorte que des jeunes puissent y compris choisir l'alternance très tôt dans leur formation, n'est valable que si on sait qu'on peut se former tout au long de la vie. Et moi, pour moi, les modèles qui sont les modèles les plus intéressants qui doivent nous inspirer, ce sont plutôt les modèles de l'Europe du Nord et de l'Allemagne qui, justement, ont ouvert et dans lesquels on voit beaucoup de jeunes qui ont des vraies réussites de leur vie à partir, justement, d'un système beaucoup plus ouvert et qui ne va pas les contraindre, les évaluer, les juger et même les déterminer à vie au moment où souvent on tâtonne et on a besoin aussi d'avoir toutes ces expériences avec le monde du travail pour savoir ce qu'on va faire de sa vie professionnelle. Merci Anne Hidalgo de vos réponses et de votre présence aujourd'hui. Vous pouvez évidemment applaudir la candidate socialiste. Et merci à Stéphane Le Teuf, évidemment, et à Mélanie Rimbaud d'avoir amené jusqu'à nous leur expérience de terrain et leur vision de terrain, bien évidemment. Merci à tous les trois.